Il est venu le temps de répondre aux questions que vous m'avez posées et je commence à chanter. Faut que j'arrête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo que vous attendiez peut-être ou pas, ça dépend. Mais je pense qu'il est quand même assez attendu puisque vous avez été très nombreux à me poser différentes questions sur Facebook, dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et vous avez été très nombreux également à avoir été très chaleureux, à avoir mis beaucoup de mots gentils sur le contenu proposé sur cette chaîne, sur les vidéos voilà, que je propose. Et vous êtes globalement, dans les retours que j'ai eu, assez contents du contenu qui est proposé sur cette chaîne. Et pour tous ces messages de gentillesse, je tenais d'abord à vous remercier tout simplement. Et aussi, vous avez été nombreux à faire de très bons retours sur la dernière vidéo que j'ai faite sur la mort de Vanguard, sur laquelle j'ai pas mal travaillé avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup d'expérience personnelle, beaucoup d'argumentaires. Donc voilà, je tenais à vous remercier de toujours m'apporter votre soutien sur les projets qu'on peut proposer sur cette chaîne. Et vous allez le voir, cette semaine, beaucoup de très bons contenus, puisque récemment on a eu le tournoi premium à Parkage, où j'ai pu capturer beaucoup de games, et je compte vous proposer en fait des replays de ces games qui sont vraiment très intéressantes, où il y a beaucoup de joueurs qui se sont qualifiés pour les mondiaux qui vont s'affronter, dans un format qui est très exigeant, à savoir le premium. Et pour m'aider à commenter ces games, voilà, j'aimerais faire appel à des invités prestigieux. Donc, je vous donne rendez-vous sur la chaîne si vous aimez le format premium, voir un peu ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on aura du très bon contenu pour vous, joueurs premium, dans les prochains temps. Et si vous êtes un joueur standard, peut-être que ça vous donnera envie de franchir le pas et de vous intéresser au premium grâce à ce super produit qu'est la Premium Collection 2020. Mais cette intro est déjà assez longue, puisqu'on a une quinzaine de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Et je vais essayer d'être assez succinct sur les plus basiques d'entre elles pour permettre que cette vidéo ne soit pas trop longue. J'ai divisé les questions en fait en trois catégories: le jeu en général, la chaîne et ensuite tout ce qui me concerne moi en tant que personne, donc le pro perso. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc alors première question, comment as-tu connu Vanguard? Alors j'ai connu Vanguard en 2012 grâce à une team de fansub qui s'appelle la Team Synchro. Avant je jouais à Yu-Gi-Oh vite fait, enfin j'étais surtout un gros fan de l'animé Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je faisais pas tellement de tournois, je n'étais pas joueur très compétitif, mais voilà, je jouais dans mon quartier avec d'autres gens à Yu-Gi-Oh! Un peu en fun, voilà, comme on peut le voir un peu enfin entre potes. Voilà, on jouait entre potes, donc loin du metagame, on savait pas trop ce que c'était. Et du coup, comment j'ai connu Vanguard? Tout simplement grâce à la team Synchro, grâce à Charles Peset, Kyo aussi sur son pseudo, qui a proposé à la team de traduire Vanguard en français. Enfin, de subber Vanguard. L'anime venait de commencer, il y avait à peine une dizaine ou une quinzaine d'épisodes. Donc voilà, je suis un vieux de la vieille. 2012, premier animé sur la team Synchro. Un gros dégoût de Yu-Gi-Oh! Par rapport à Zéal qui n'était pas terrible. Et vraiment la découverte Vanguard, les artworks que j'ai tout de suite adoré, l'animé, la première saison qui était vraiment excellente. Et voilà, enfin j'ai direct accroché. Et après, je me suis inscrit sur le forum, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont autant un vieux de la vieille que moi, le forum Vanguard FR, qui, fun fact, a été créé du coup par Axel et Nico, qui sont des personnes que je côtoie encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est fou de se dire à quel point, grâce à Vanguard, on a pu rencontrer des personnes qui aujourd'hui nous sont proches. Voilà, Axel il travaille avec moi aujourd'hui au quotidien et c'est l'un de mes plus proches amis. Donc voilà, j'ai créé grâce à ce jeu et grâce à sa découverte des belles relations et vous verrez d'autres choses qui ont été bénéfiques pour moi plus tard quand la question arrivera. Mais voilà comment j'ai connu Vanguard grâce à la team Synchro et je leur fais des bisous et je les remercie de m'avoir fait découvrir ce jeu qui a changé ma vie. À part Vanguard, y a-t-il un autre jeu que tu aimes et dans lequel tu souhaites peut-être te lancer? Non. En fait, il y avait Dragoborn avant, comme vous pouvez le voir avec ma petite carte là, qui est pour moi toujours le meilleur jeu de Bushiroad. J'hésite pas à le rappeler, vraiment technique, vraiment profond, un deck building incroyable, tellement de variétés, mais toujours relativement bien équilibré. Je trouvais Dragoborn vraiment parfait. Mais maintenant, voilà, j'aime vraiment bien les jeux Bushiroad, mais vu qu'ils claquent tous un par un, ça donne pas vraiment envie de s'investir dans plus de leur jeu. Je trouve que ils supportent vraiment pas beaucoup le jeu. Ils sont très frileux en ce qui concerne la localisation, donc Vanguard en français éventuellement, voilà. Donc après, au niveau des autres jeux, Yu-Gi-Oh, je pense que Yu-Gi-Oh et moi, je n'accrocherai plus jamais. Voilà, c'est ce qui me frustre le plus dans un jeu, c'est quand on vous empêche de faire quoi que ce soit, ou quand vous savez que la game elle est scellée à 100% avant qu'elle soit terminée.
Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime pas, c'est me retrouver collé contre un mur et savoir que je pourrais jamais m'en sortir. Donc Yu-Gi-Oh pour moi, il y a trop de choses qui vous empêchent de jouer, donc c'est pas pour moi. Magic, j'ai essayé, mais le jeu est vraiment trop riche, trop âgé pour que je m'y mette, même avec le standard, etc. Donc j'ai quand même des cartes, j'aime bien y jouer, mais ça reste du fun et je ne souhaite pas m'y investir plus que ça. Merci pour le boulot, de rien. J'ai 2 questions. La première, à quand des nouvelles vis-à-vis de la reprise des tournois qualificatifs comme le BSS, etc. Et en second, avant le Covid, j'avais entendu parler d'un BSF à Lyon. Les tournois sur Mouveau sont bien loin pour moi, désolé. Des news là-dessus. Déjà, c'est cool qu'ils aient fait un BSF à Lyon, pardon, parce que les joueurs du Sud avaient du mal à se déplacer. Les tournois étaient principalement localisés sur Paris, donc ça pouvait encore aller parce que c'est dans l'un des grands axes vers la capitale. Et sinon, maintenant, Mouveau, c'est encore un peu plus au nord. Donc, certes, les hôtels sont moins chers, etc. Donc, quand on est dans la partie haute de la France, on y gagne. Mais c'est vrai que pour les joueurs du Sud, c'est vraiment très compliqué de se déplacer. Donc, aux dernières nouvelles, les BCS et BSF ont été annulés. Donc, il n'y aura rien pour l'année 2020. Et c'est très compliqué avec la pandémie mondiale d'organiser un tournoi mondial comme de cette envergure, en fait, puisque les États gèrent un peu différemment le confinement, déconfinement. Et les restrictions qu'il y a par rapport aux salles et par rapport à la distanciation sociale, les gestes barrières, le nombre de personnes maximales autorisées dans un certain nombre d'établissements ou de salles. Donc voilà, c'est très compliqué d'organiser un tournoi qui est global, qui aurait les mêmes règles pour tout le monde. Et aussi, la pandémie ne fait qu'évoluer au fil des jours. Donc c'est compliqué de prévoir et de planifier un tel événement. Donc je pense que même en 2021, c'est pas sûr qu'on ait des gros événements. Je sais pas comment Boucherot vont gérer ça, mais ça me paraît très compliqué. Donc voilà, j'ai pas une vision très optimiste sur ce sujet et j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Combien d'heures joues-tu par jour, par semaine? Tu as une vision du jeu très approfondie, c'est pas tout le temps très vrai. Et en travaillant pour une boutique, peut-être peux-tu plus facilement tester les decks. Alors combien d'heures je joue par jour, par semaine? Ça dépend parce que je m'investis beaucoup de mon travail. Du coup, il y a des semaines où je vais pas toucher du tout des cartes. En fait, là, ça fait avant le tournoi d'hier, ça fait 2 semaines où j'avais pas du tout touché une carte parce que je finissais tard, parce que je voulais aller au sport, parce que je voulais me détendre un peu. Voilà, je m'investis beaucoup dans ce que je fais et aussi je produis des vidéos, donc ça aide pas forcément d'investir encore du temps pour jouer. Enfin, c'est pas forcément évident de s'aménager du temps pour jouer. Donc je ne saurais pas répondre à cette question, j'ai pas de fourchette. Là, je suis très motivé par le premium, le format est très intéressant, donc j'ai vraiment envie de playtest. Donc je vais te dire que je vais jouer 1 heure et demie par jour. J'ai la chance de pouvoir jouer avec mes collègues de travail qui sont d'excellents joueurs, Aurélien et Anto, qui ont été qualifiés pour les Worlds. Donc c'est toujours des bons sparring partners pour tester ce format très diversifié qu'est le premium. Même pour le standard, Anto c'est un gros joueur de standard qui pousse vraiment l'analyse très très loin sur ce format. Donc ça va dépendre. Là, j'ai vraiment envie de m'investir plus dans les playtests et de jouer de façon un peu plus régulière. Peut-être un jour sur 2 pour m'aménager du temps pour le sport. Tu as une vision du jeu très approfondie. Alors, faut savoir que c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même l'une des personnes qui a dit qu'Anger Blader à la sortie était vraiment nul alors que je suis main Tachi. J'ai pas du tout vu venir le deck OTK. Donc voilà, la vision très approfondie du jeu, pas tant que ça au final. Faut vraiment que je teste les cartes pour me rendre compte de leur puissance. En vrai, donc voilà. La vision très approfondie, je vais peut-être l'avoir sur mon analyse du format, sur mon analyse globale du jeu, mais sur les cartes en soi, voilà, l'analyse elle n'est pas là. Et en travaillant pour une boutique, peut-être peux-tu plus facilement tester les decks. Alors ça c'est globalement faux, puisque en travaillant pour une boutique, en fait, on ne teste pas les produits. On fait que les ouvrir et les mettre à la vente pour nos clients, et nous sommes même en tant que salarié des clients lambda avec des avantages en nature, je dirais, qui est qu'on peut récupérer les cartes quelques jours en avance. On a des remises effectivement en tant qu'employé sur les produits, mais on est des clients comme les autres et quand on récupère les produits, c'est vraiment ça se compte en quelques jours, peut-être 48-72 heures avant la sortie, donc c'est pas spécialement on n'a pas spécialement plus le temps de tester les decks que vous au final. Donc voilà. Et en plus, on joue pas avec la marchandise que l'on vend, ce qui est sans doute assez logique parce que vous voulez acheter du neuf. Et donc il est logique qu'on n'ait pas le droit de toucher à la marchandise avant qu'elle soit mise à la vente.
Donc voilà, au final, on est des salariés comme les autres et ça ne nous permet pas plus facilement de tester les decks. Contrairement à ce qu'on peut penser de ces légendes urbaines. Joues-tu à d'autres jeux, mais en dehors de Bushiroad, Parquet, vendant du Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, etc. Donc il fait la pub, c'est très bien, j'ai pas besoin de le faire. Alors attends, il dit vendant du Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball à des prix très abordables. Non, je plaisante. Penses-tu que jouer à d'autres TCG permet d'être plus à l'aise, deck building, stratégie, etc. par exemple avec Vanguard ou Dragon puisque tu y jouais? Alors il faut savoir que j'ai déjà répondu parfaitement à la question, je ne joue qu'à des jeux Bushiroad. D'ailleurs je peux même vous montrer, attendez restez là. Ah mais où est-ce que je les ai foutus maintenant? Alors je vais me remettre dans l'axe de caméra, voilà. Donc voilà, les autres jeux auxquels je joue c'est Vice. Donc là, les TD que j'ai acheté récemment, Bank Dream Raise the Sulen avec la petite Rachel Sign, que je ne résiste pas à vous montrer. Et voilà, donc principalement, je joue un peu à Magic, mais sans plus. Voilà. J'ai testé le jeu parce que quand on baigne dans l'atmosphère de Magic en ouverture et qu'on vous raconte la lore et que de la guerre de Tess Walker, c'est vraiment incroyable. Regardez ma petite Rachel. Je la mets bien devant pour que la caméra puisse faire le focus et que vous puissiez la voir, mais je crois que ça marche pas très bien. Donc voilà. Un tous les 24 decks. Hein. Et je suis trop fort, je l'ai ouvert. Voilà, donc. Et ma deuxième petite merveille, ma sign de Batman Ninja, parce que forcément, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis un aficionado de DC et que je n'ai pas résisté quand Batman Ninja est arrivé à Vice. Donc voilà, principalement Vice, Magic, un peu, j'ai quelques decks, mais ça s'arrête là. Et est-ce que je pense que jouer à d'autres TCG permet d'être plus à l'aise au niveau deck building stratégie? Alors, pour être clair, je vais un peu élaborer là-dessus. Je pense que jouer à des TCG, ça vous permet d'être plus à l'aise quand on vous présente d'autres TCG, c'est-à-dire quand on vous fait des démos d'autres TCG, vous avez déjà des notions comme le card advantage, les combinaisons, les effets, etc. L'attaque, la défense, etc. Donc vous avez déjà des points de comparaison, donc vous avez déjà des repères. Donc c'est plus facile d'appréhender les nouveaux jeux quand on vous les présente. Par contre, quand vous passez d'un jeu, par exemple quand vous passez de Vanguard à Yu-Gi-Oh, moi je me débrouille pas mal à Vanguard, mais à Yu-Gi-Oh je suis complètement perdu. C'est-à-dire que Yu-Gi-Oh a un aspect, pour moi les deux jeux sont deux mondes différents. Vanguard a un aspect qui se repose vraiment plus sur ses mécaniques, savoir attaquer, défendre, gérer les ressources, etc. Savoir qu'on va drive check temps, compter les cartes que l'adversaire a dans sa main pour anticiper sa stratégie, etc. Yugi, c'est vraiment du combinatoire en fait. Vous allez poser cette carte et vous savez que cette carte, vous cherchez cette carte qui vous permet de faire un combo, une link, machin, de la link, après vous la relinkez pour faire ça, faire ça, faire ça. Et éventuellement, si l'adversaire fait ça, vous savez que vous avez un autre combo qui vous permet de vous débloquer en faisant ça, ça, ça. Donc vraiment, il y a une connaissance plus poussée des combos entre elles, puisque Yu-Gi-Oh a une mécanique plus combinatoire. Et je pense pas qu'en fait, un bon joueur Vanguard qui n'a jamais joué à Yu-Gi-Oh, on lui présente Yu-Gi-Oh, on lui donne le plus gros deck méta qui existe. Et je suis pas sûr qu'il arrive à plus l'appréhender que quelqu'un qui n'aurait jamais joué à aucun jeu en fait. Donc voilà, c'est ma réponse à cette question. Je pense que c'est plus facile d'être à l'aise avec d'autres TCG quand on a déjà joué un TCG. Par contre, c'est plus difficile. Enfin, c'est pas du tout le même monde. Un bon joueur Vanguard ne fait pas un bon joueur Yugi et vice versa. Alors, est-ce qu'on peut espérer le retour des CRC un jour? Alors, question intéressante. Pour ceux qui ne savent pas, le CRC, c'est des tournois que j'ai organisés il y a quelques années maintenant. Il y en avait 4, qui étaient plutôt des beaux tournois, je dirais. En parallèle des BCS, le but, c'était de faire des tournois environnement compétitifs. Donc, c'était du BO3 avec un top 8, avec des gros lots mis en jeu. On avait des tapis exclusifs, on avait pas mal de partenariats. On avait Crunchyroll qui filait des codes pour avoir des abonnements à tous les participants. On avait un PAF assez élevé, c'était 10 ou 11 euros. Mais on avait un certain nombre de boosters. Donc, on prenait beaucoup de boosters pour réduire le prix du PAF. On avait pas Dragon Shield, Ultimate Guard qui filait des sacs goodies pour les finalistes. On avait Ultimate Guard qui filait aussi des sleeves à tous les participants. On avait des cartes reveal de Bushiroad. Donc ouais, un bon tournoi, je dirais. Mais c'est très peu probable, voire, je pense que je peux vous le dire, mais je pense que j'en referai plus. Pour 3 bonnes raisons, je dirais. La première, c'est que j'ai pas le temps. C'est vraiment un événement qui est organisé et très chronophage et demande une organisation très pointue. C'est-à-dire qu'il faut planifier la salle. Après, il faut aussi faire un planning. Il faut faire de la communication. Il faut faire des budgets, évaluer à combien. Parce que moi, j'ai avancé les sous, mais
Mais voilà, il fallait que je me rentabilise sur un certain nombre de... Après, il faut aussi convaincre les gens de venir, faire de la prospection, il faut aussi trouver les lots, il faut aussi produire les lots, demander à un dessinateur de dessiner un design de playmat, demander à des gens que je connais de produire les trophées en cristal qu'on proposait, négocier des partenariats. Donc c'est vraiment très très chronophage et c'est un travail vraiment de longue haleine pour un beau tournoi, enfin pour faire un beau tournoi encore une fois. Mais voilà, donc le premier aspect c'est très chronophage. Deuxième aspect, j'ai plus de salle, puisque avant on le faisait à Mouveau, qui avait une salle de très grande capacité et qui ne nous demandait pas grand chose en contrepartie. L'association Duelist, que j'embrasse encore une fois, qui était vraiment un grand soutien, et aujourd'hui sont un très grand soutien pour vous accueillir lors des BCS et des BSF. Donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup, comme Bushiroad m'a pris ma salle pour les BCS et les BSF, bah, j'en ai plus pour le CRC, et trouver des salles en France gratuites ou sans dépenser trop d'argent, c'est très compliqué, surtout avec la capacité que moi j'exigeais, à savoir une centaine de places, quoi. Donc c'est très compliqué. Et enfin, le troisième point, c'est que je pense que la communauté est très divisée. Aujourd'hui, on a deux formats, le standard et le premium, donc les gens sont divisés entre le standard et le premium. Donc je pense qu'on n'arriverait pas à atteindre la capacité qu'on avait sur les événements d'avant. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à atteindre les 100 joueurs sur les deux formats. Parce qu'il y a des gens qui jouent que en standard, d'autres qui jouent que en premium, d'autres qui jouent aux deux, mais du coup ils devraient choisir parce qu'on ne sait pas. Aussi, il faut caler les deux formats sur un week-end, donc c'est voilà, tellement de contraintes qui fait que ces tournois-là c'est peu probable. Et aussi l'autre facteur qui fait que j'ai l'impression qu'avant la communauté était plus motivée à faire vivre le jeu. La communauté n'hésitait pas à se déplacer pour en fait rencontrer les autres joueurs, rencontrer les autres communautés. Rencontrer de nouveaux adversaires, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on considère peut-être un peu plus le jeu comme acquis et qu'on reste plus dans sa communauté, etc. Moi, je vous invite à faire un test très simple et à essayer de vous souvenir quand est-ce que c'était la dernière fois que vous êtes déplacé dans une autre boutique que votre boutique locale et vous vous rendez compte qu'en fait, 90% des gens évoluent dans leur boutique locale ou au BCS, mais jamais ne vont aller à Lille, à Paris, à Toulouse, à Lyon pour Trollune, etc. Donc voilà, je pense que... Et avant, c'était plus le cas en fait, de mon point de vue, de mon impression. Donc voilà, la communauté est moins motivée pour bouger, la communauté est divisée entre les deux formats, ça prend du temps, c'est un peu galère pour trouver une salle. Donc voilà, de toutes ces choses... en plus, fait que avant on pouvait dialoguer avec Bushiroad Europe, mais là le bureau a fermé, donc voilà, il y a beaucoup de contraintes qui fait que il y a beaucoup de risques en fait à organiser un tournoi comme ça, et la motivation joue aussi un peu forcément. Alors, quel est le meilleur clan et pourquoi Tachikaze? Alors là, je comprends pas trop la question. C'est est-ce que c'est quel est le meilleur clan? Ce à quoi j'ai envie de répondre, c'est Tachikaze forcément. Et pourquoi Tachikaze? Ou la question c'est pourquoi le Tachikaze est le meilleur clan? Mais voilà, en fait. Quel est le meilleur clan? Pour répondre sérieusement, je pense que chacun d'entre nous a une réponse différente. Enfin, forcément, ça se recouperait un peu puisqu'il n'y a que 24 clans, mais quel est le meilleur clan? Je dirais chacun a sa propre réponse. Pour moi, c'est Tachikaze. Et pourquoi Tachikaze? Alors, je vais étoffer un peu ma réponse, mais sans prendre trop de temps en fait. Tachikaze, c'est un deck qui, moi, me tient à cœur parce que depuis que je suis enfant, en fait, depuis que j'ai vu Jurassic Park au cinéma, j'ai une passion en fait pour les dinosaures. Il faut savoir que chez moi, en fait, j'ai une vraie dent de dinosaure en fait chez moi, une vraie dent fossilisée de T-Rex que j'ai chez moi. J'ai aussi pas mal de fossiles dans une étagère et pas une petite collection en fait de fossiles. J'adorais chercher des fossiles aussi. On m'a aussi offert un fossile un jour quand j'étais plus jeune et que je suis allé visiter une carrière de fossiles, donc ça c'était vraiment cool. Et donc du coup les dinosaures quand j'étais jeune aussi, j'adorais lire, j'adorais savoir les différentes espèces, leurs caractéristiques. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vieille émission sur la Terre des dinosaures, ça j'adorais regarder ça. Et j'avais donc une passion pour les dinosaures qui est un peu disparue aujourd'hui. Mais voilà, j'adore ça. Je vais faire d'ailleurs dans pas longtemps le musée d'histoire naturelle de Paris qui est juste à côté de Park Edge. J'ai vu des énormes squelettes de dinosaures et ça j'adorerais le faire. Donc ça va arriver quand la pandémie mondiale nous lâchera un peu la grappe. Mais voilà, donc j'ai un affect tout particulier avec les dinosaures tout simplement. Et je trouve que dans les premiers artworks, surtout, en fait, la révélation, elle est venue en fait à la BT11 Onslaught of Steel Dragon, dans lequel il y avait l'archétype ancien dragon. Et là, ils étaient vraiment tous trop cool, avec des artworks vraiment furieux, tous dynamiques, où ils avaient envie ils étaient rugissants, ils étaient vraiment,
Ils avaient envie, ils étaient furieux, ils avaient envie de bouffer les adversaires et même ses propres alliés. Et je trouve que la mécanique a vraiment pris tout son intérêt quand on commençait à bouffer ses alliés, qu'on payait des counter blasts pour les faire revenir. Et du coup, il y avait vraiment un gameplay qui était vraiment très intéressant, beaucoup de décision making. Est-ce que je rip-hop mon Iguanogorg dans la même colonne pour refaire une attaque en plus mais qui sera faible, ou alors est-ce que je le repop dans une autre colonne en boost sur une autre unité pour outrepasser un trigger death, mais entre contrepartie je fais moins de multi, etc. Il y avait aussi cet aspect que Kagero était très dominant à cette époque-là dans le format, et que du coup Tachi, bah, ça le niquait un peu parce que du coup il détruisait derrière et Tachi payait le même nombre de CB pour les faire revenir, donc c'était vraiment vraiment intéressant. Vous avez aussi du coup les baby Rex qui du coup, quand vous le sacrifiez, vous pouvez invoquer le Tyranno Legend depuis votre deck. C'était vraiment vraiment trop trop cool. Vous le mettiez en front et l'adversaire il pouvait soit le rusher et du coup il y avait un plus gros monstre qui arrivait. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment intéressant. Beaucoup de play vraiment cool en limit break et beaucoup de décision making. Aussi, il y avait vraiment le break rate qui était vraiment incroyable, Spino Commando. Vous pouviez choisir en fait avec le damage pulseur si vous break ridiez Tyranno Legend, ou si vous passez sur Tyranno Legend directement, damage pulseur vous mettez en limit break. Vous pouviez aussi rester sur Spino et après bind Dark Rex pour pouvoir le faire revenir. Vous aviez un combo pour faire double break ride, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment incroyable en termes de combinaison. Et c'était un clan qui était relativement cheap parce que sous-évalué, parce que pas très populaire. D'ailleurs, ça reste le cas encore aujourd'hui. Et l'affect, il est vraiment venu avec Gaïa en fait, puisque durant le format G, en fait, pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai gagné en fait le tournoi national français qui m'a permis d'aller au championnat européen avec Gaïa. Notamment en fait j'avais arrêté de jouer Tachikaze pendant un moment, j'avais monté le deck, je l'avais rangé dans une armoire et en fait je cherchais un deck à jouer pour un BSF en fait en team avec You, si tu nous regardes, et Martin Rabier à l'époque qui sont toujours deux excellents joueurs, et donc j'avais envie de faire une team avec eux et je cherchais un deck, vraiment je cherchais une idée de deck à jouer comme ça, et là je ressors pour une partie fun contre Hakim le deck Gaïa de l'armoire et je commence à enchaîner les parties. Et là, je me rends compte que les gens, ils crachent tellement de mains sur Gluttony Dogma. En fait, je me rends compte que la carte, elle est vraiment trop trop forte. Mais c'était avant l'époque des G-Gardiens, donc ça vous faisiez des attaques, puis après vous engorgiez, Nebiros restandait, puis vous recueilliez des colonnes. Ça faisait 5-6 attaques, ça pouvait aller jusqu'à 8-9 attaques avec le bon setup et le bon nombre de CB, en donnant le rip-hop sur Baby Camara. Donc on avait plein de combos. Il fallait vraiment savoir en fonction du nombre de CB ce qu'on pouvait faire, en fonction de ce que l'adversaire avait checké en termes de trigger def. Vous pouviez aller tuto votre unique PG que vous montiez en main. Donc vous pouvez choisir entre le CA ou l'aggro. Vraiment, le deck était vraiment incroyable. Donc je l'ai pris au BSF. Première expérience avec le deck en tournoi. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'ai fait 4-2 au tournoi. Donc on n'a pas fait top 8 parce que j'ai fait 4-2, You a fait 4-2 et Martin malheureusement a fait un mauvais score, a fait 2-4. Mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec le deck et là je me suis dit putain ce deck il est incroyable et j'ai continué à le jouer pendant les mois et les mois qui ont suivi. J'ai peaufiné le deck, j'ai commencé à mettre les stands dedans, j'ai commencé à ça. J'ai vu comment on jouait contre Gear Chronicle, donc j'ai mis Tank Mammouth x4 pour le Rusher League, etc. J'ai vu qu'il y avait un match-up défavorable qui était Chaos, qui était très puissant à cette époque-là. Et du coup j'ai tech des Pokures, j'ai tech des Dismail. Du coup je pouvais, même quand j'avais 2 locks, je pouvais m'arranger pour engorge, laisser que 2 locks ou 1 lock comme ça à l'adversaire, me faisait que 2 locks maximum, et après je faisais Pokure, à qui je donnais le rip-off avec Gaïa, j'écrasais Pokure pour pouvoir recall, unlock les deux et avoir les sacrés pour Dogma. Voilà, vraiment, le deck était vraiment incroyable en termes de possibilités, c'était un deck rock donc personne ne l'avait travaillé, ça a créé une surprise folle et pour moi ça reste un de mes meilleurs souvenirs de Vanguard et depuis j'ai développé un affect très fort avec le deck qui fait que même quand on a des arteurs dégueulasses, c'est-à-dire quand on passe de ça à ça ou de ça à ça, je reste toujours avec le deck parce que même aujourd'hui avec le système de gauge on peut se permettre avec des cartes comme Blight Ups de générer du CA ou avec des cartes comme Hunger Blader et Sweep de générer de l'aggro, et donc du coup le deck build est vraiment important et les plays qu'on peut faire aussi, et en premium je trouve que la mécanique de gauge fonctionne plutôt bien avec l'engorge, donc c'est plutôt grave cool, j'adore ce clan. Je vous encourage à le tester si jamais ça vous intéresse, mais moi Tachikaze, c'est vraiment, je pense, mon clan de cœur pour toujours. Alors, ta pire expérience, pire dilemme en tant que judge, si tu as le droit d'en parler, haha. Alors, ça aussi, c'est une question sur laquelle je vais m'étendre un peu. Il faut savoir que quand vous êtes judge, le plus difficile, en fait, c'est
c'est de rester en fait impartial, peu importe quels sont les deux joueurs en présence. Et des fois, les règles de Bushiroad, elles sont vraiment débiles. Par exemple, quand vous arrivez au time, vous avez 10 minutes, donc on crie time, et vous avez 10 minutes en fait pour jouer les 3 extra turns, et au bout de ces 10 minutes, celui qui a le plus de dommages gagne la partie. Enfin, celui qui a le plus de dommages perd la partie, et celui qui a le moins de dommages gagne la partie. Et des fois, c'est fondamentalement injuste cette règle, parce que vous avez quelqu'un qui est en train qui va gagner sur le tour, mais qui, dans l'instant présent, a plus de dommages que son adversaire. Et du coup, malheureusement, des fois, on est obligé d'appliquer la règle bêtement et de mettre un game loss au joueur qui va gagner, enfin de mettre la défaite au joueur qui va gagner, à moins que l'adversaire soit très fair play, mais voilà, malheureusement, des fois, c'est des situations qui arrivent et c'est très très difficile, surtout quand vous connaissez les joueurs en face et vous savez que c'est des Mahuto, que vous savez qu'on est dans les top tables, des Mahuto, des Ars, que vous savez que c'est des Mohamed, des Anthony Aochenian, des gens que vous connaissez, que vous appréciez et à qui ça vous crève le cœur en fait de mettre ce genre de sanctions. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Parce qu'après, en fait, vous avez peur qu'ils vous en veulent, qu'ils ne comprennent pas votre décision. Et voilà, il y a des fois des judges qui vont être plus coulants. C'est-à-dire qu'ils vont voir que le mec est sur le point de gagner, ce que j'aime pas trop, en fait, parce que du coup, en tant que judge, on prend une décision qui est basée sur l'a priori qu'on a de la game et pas sur stricto sensu appliquer les règles. Moi, je préfère stricto sensu appliquer les règles parce qu'on sait jamais, un bon trigger bien placé peut retourner une game, mais voilà. En gros, c'est ça mon pire dilemme en tant que judge, c'est sanctionner des gens qui ont le potentiel d'aller plus loin et qui sont dans des parties qui leur donnent la possibilité d'aller plus loin. Donc c'est voilà, quand quelqu'un va gagner, lui mettre une lose, c'est très très cruel. Et quand c'est un de ses potes, c'est encore plus cruel. Enfin, quand c'est des gens que j'apprécie, moi j'apprécie énormément de gens dans la communauté, donc c'est toujours un peu difficile pour moi de prendre ce genre de décision et j'ai peur qu'on m'en veuille. Et des fois on m'en veut, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ensuite, on passe sur la partie qui concerne plus la chaîne. Yo! Moyen d'avoir des analyses méta plus souvent, des idées de deck à apporter, genre top tier, rogue, low tier. Alors, c'est un peu compliqué, parce que pour avoir des analyses méta, il faut tester les decks. Pour tester les decks, il faut du temps, ou il faut avoir les decks tout simplement. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime jouer sur area, je préfère jouer avec mes cartes, tout simplement. Et donc voilà, donc les analyses méta, j'aime pas trop en faire parce que voilà, il faut du temps, il faut vraiment les travailler. Et voilà, j'aime pas trop. Peut-être que du coup, on refera des craqués pas craqués, c'est des vidéos qui plaisaient beaucoup sur les deux formats standard et premium, et on verra ce qu'il en est avec mes collègues de la team entrepôt. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver un compromis entre faire des analyses méta vraiment poussées qui demandent beaucoup de tests et faire des analyses assez succinctes mais quand même assez claires. Et aussi l'autre problème que j'ai, et ça c'est un problème que j'ai avec la mentalité actuellement, c'est que en fait la plupart des joueurs ne sont pas en train de réfléchir dans le format actuel mais en train de réfléchir sur le format à venir. Là on a un décalage qui est assez gros avec le Japon et du coup là, les gens sont déjà en train de réfléchir au format BT9, BT8, BT9. Et du coup, là, on est en méta EB14 et on parle jamais de la méta EB14, on parle toujours de la méta BT15, et BT8, pardon, BT8, BT9. Et là, si vous allez sur Internet, il y a beaucoup de youtubeurs internationaux qui commencent à jouer avec des proxys, jouer avec des cartes imprimées. Je pense avec Top Deck Heroes qui maintenant aujourd'hui teste les cartes le jour de la sortie. Et donc, du coup, on n'a plus que du contenu qui parle en fait de formats qu'on n'aura que dans 2-3 mois. Voire dans quelques semaines. Et souvent, en fait, là, maintenant, on va rentrer dans une période où les sorties seront espacées de quelques semaines. Donc, si on veut faire des analyses méta, il faut tester les decks. Or, les decks, on les a que quelques jours avant. Donc, ça suffit pas pour se faire un avis. Il faut vraiment juger la performance sur le long terme. Et aussi, là, les sorties sont très rapprochées, voire même 2 sorties dans le même mois. Donc, c'est compliqué parce que le temps que moi, je fasse l'analyse, enfin, que je teste le deck, que je fasse l'analyse, que je l'enregistre, que je la monte et que je la sorte, l'analyse est peut-être déjà plus pertinente parce que il y a des youtubeurs internationaux qui vont réagir sur les formats de 3 BT derrière et il y a des chances que les gens ne portent pas grand intérêt puisque la BT d'après va sortir quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc voilà, ça sert à rien, je pense, de faire des analyses méta sur des formats aussi éphémères en ce moment. Donc c'est aussi ça le problème. Moi qui ai découvert Vanguard à l'RV, le premium est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. C'est pas grave, ça va venir, faut jouer pour maîtriser. Mais qui m'intéresse, c'est déjà pas mal.
Du coup, je me demandais s'il était possible de faire des vidéos deck profile build comme Axel Étoile avait fait pour Altmail et Achat, mais en proposant des builds standards et premium. Ça pourquoi pas, c'est une bonne idée. Car parmi la myriade de cartes existantes, je ne sais absolument pas vers quoi me diriger si je peux passer mon Altmail en premium, par exemple, bien que je sois sur le serveur Discord Vanguard France pour profiter des conseils des autres joueurs, je pense que ce serait un bon point de départ d'inclure ça dans tes vidéos. Donc c'est vrai que j'ai envie plus de faire du contenu pour le premium. Là, le premium a beaucoup perdu en popularité à cause de Zazan, qui était vraiment débile. Pour avoir discuté avec les gens, en fait, même les gros joueurs premium comme les Mahuto, etc., et Cyril, et Neftix aussi ce samedi, je me suis rendu compte, même eux me disaient, en fait, eux qui adorent le premium, qui sont rattachés à Vanguard principalement pour le premium, ils étaient là à me dire, oui, mais c'est vrai, même moi, j'avais plus envie de jouer en premium à cause de Zazan. Et donc c'est vrai que c'est aussi très compliqué. Donc voilà, pourquoi pas faire des vidéos où en fait on prend un deck standard, on le passe en premium, c'est un excellent concept je trouve. Mais là vous verrez qu'on va faire beaucoup plus de vidéos sur le premium. Le premium est un format très exigeant et c'est vraiment ce qui fait qu'il est très impopulaire je pense. C'est qu'il y a beaucoup de decision making, beaucoup de deck building qui sont vraiment très intéressants. Mais avant tout, il faut voir que le premium c'est aussi un moyen en fait pour les joueurs qui sont arrivés avec G de toujours utiliser leur carte. Moi je le vois comme ça en fait. Je prends le premium comme un format très compétitif, très intéressant et aussi un format qui me permet de jouer avec les cartes que j'aime en fait du format G. Et voilà, je ne le prends pas plus que ça. Mais j'ai quand même envie de tester pour être compétitif dans ce format. Et là je playteste à mort, voir si je dois donner des CB, si je dois pas donner des CB, ce que fait les decks, etc. Mais on est toujours surpris avec ce format et c'est ça qui est vraiment délicieux. Quid des streams? La fibre est-elle enfin arrivée chez Parkage? Non. Afin de vous voir, vous entretuez régulièrement sur Twitch ou YouTube. La fibre n'est pas arrivée chez Parkage, par contre elle est arrivée chez moi. J'habite juste à côté de l'entrepôt, donc on va essayer de faire des streams les vendredis soirs ou les jeudis soirs. Il faut juste nous laisser le temps parce que moi, là, j'ai commencé à travailler sur le setup. J'essaie de faire un setup qui est propre pour que vous ayez une expérience, un confort quand vous regardez les games qui soit. Enfin, je veux que les streams soient d'une certaine qualité en fait. Et donc pour ça, il faut me laisser le temps de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus. Donc j'ai envie de vous dire un peu de patience, ça va venir. On essaie de faire ça pour fin août, début septembre. Serait-il possible de faire des vidéos analyse des extensions avant leur sortie? Non. En tant que joueur débutant, j'ai du mal, lorsque je regarde les reveals des sorties, à voir quelle carte sera forte, utile dans tel ou tel clan ou build en précision standard ou premium, car je manque de connaissances sur certains clans ou même sur le jeu et sa méta en général. Par exemple, à la sortie de la VEB14, mis à part les serres sur G3, Cecilius, Trimbess et Palmini, et les VR, j'étais incapable de voir quelle carte serait vraiment utile ou non. Bah ça c'est... Alors, je vais répondre très succinctement à cette question. Non, je ne ferai pas de vidéo analyse des extensions avant leur sortie, tout simplement parce que je n'aime pas jouer sur Aria. Moi j'ai aussi beaucoup de mal à... Je vous parlais avant de mon analyse très poussée ou très approfondie du jeu, c'est pas du tout le cas, j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire un avis sur les cartes avant qu'elles sortent. Pour ça, il faut que je teste et il faut que je joue en proxy. Et j'ai pas du tout envie de jouer en proxy en fait, ni envie de jouer sur Aria. J'ai envie de garder la surprise des cartes, de ce qu'elles font quand elles sortent, si elles sont puissantes ou pas. Et j'ai envie surtout, vu le pognon qu'on met à acheter des cartes, j'ai envie de les jouer quand elles sont le plus fort. Et du coup de découvrir aussi ce que fait le deck. J'ai pas envie en fait de faire des proxys pour savoir ce que vaut un deck avant la sortie. Et le jour de la sortie, acheter les cartes et me dire ouais en fait je connais déjà tout ce deck, donc plus rien ne m'amuse, plus rien ne m'étonne. Et mon esprit est déjà tourné sur les futures sorties. Donc ça j'ai pas envie de le faire, donc non, les analyses avant la sortie, non. Désolé. Donc voilà, maintenant on va passer sur les questions qui me concernent. Moi, June Thunder, Arnaud Faber, la personne qui se tient devant vous, devant cette caméra. Quel est ton emploi à Parkage et comment tu t'y es pris pour y travailler? Et surtout, à quel moment tu t'es dit je veux faire ça comme métier? Et si tu as un parcours scolaire particulier pour avoir mis le nez dans ce monde de la boutique de jeux de société? Alors, donc moi ça va être une histoire un peu longue sur laquelle je vais un peu m'épancher, mais pas tant que ça au final. Alors quel est mon emploi à Parkage? Donc quel est mon poste? Actuellement à Parkage je suis responsable Amazon. Donc il faut savoir que Parkage vend des produits sur Amazon, principalement des jeux de société, mais aussi des jeux de cartes grand public comme Yu-Gi-Oh, Magic, etc. On en vend pas mal. Et donc mon rôle en fait c'est qu'en fait on a de la marchandise. En fait on est vendeur prime, c'est-à-dire qu'on a de la marchandise qui est dans les entrepôts d'Amazon et qui, quand vous commandez sur Amazon chez nous en Prime, vous êtes livré en 24 heures, expédié par Amazon. Et du coup, moi, mon poste à Parkage, c'est
c'est de faire le réapprovisionnement tout simplement des marchandises chez Amazon. Donc de voir qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est pas vendu, étoffer le catalogue, créer les fiches sur Amazon, gérer les prix de nos marchandises sur Amazon, et tout ce qui est réapprovisionnement, commander les produits chez nos fournisseurs, interagir avec nos fournisseurs, savoir quel produit serait pertinent de mettre sur Amazon, et interagir avec notre responsable aussi de jeu de société pour voir les prochaines nouveautés à venir et ce qui serait intéressant de mettre en place comme politique vis-à-vis de ces produits-là sur Amazon. Donc je m'occupe de tout ce qui est Amazon, donc ce canal de vente-là en particulier. Et je m'occupe aussi de la cote des cartes à l'unité sur Parkage. Donc si vous trouvez que les cartes sur Parkage sont chères, et ben c'est ma faute, voilà, je suis désolé. C'est comme ça. Et surtout, à quel moment tu t'es dit je vais faire ça comme métier sur un parcours scolaire particulier pour avoir mis le nez dans ce monde, voilà. Alors mon parcours scolaire il est très particulier puisque j'étais très bon à l'école, j'ai fait un bac général filière scientifique. J'ai eu mon bac mention très bien, donc très bon élève, très studieux, très bon à l'école. Et on m'a dit donc du coup, comme tu es très bon, ben, on m'a un peu orienté dans une voie. Moi je savais pas ce que je voulais faire à l'époque, j'avais 18 ans, donc on sait pas toujours ce qu'on veut faire quand on est aussi jeune. Et donc on m'a orienté vers les métiers vers lesquels on oriente les jeunes quand ils sont bons à l'école, c'est-à-dire médecine ou fac de droit. Donc j'ai fait une fac de médecine, je suis arrivé en pleine réforme de la PACES, donc la première année de médecine, et au final ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté la seconde année en fait, et c'est à ce moment là aussi où j'ai commencé à connaître Vanguard, à sortir, à m'occuper de la communauté Vanguard dans mon local. Donc après pareil, j'ai fait une fac de droit, puisque comme vous le voyez, comme je fais des vidéos, j'aime beaucoup l'art oratoire, en fait j'aime beaucoup parler, étayer mes propos, analyser, structurer ma pensée, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça pourrait coller avec la fac de droit, et au final non, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de rhétorique sur des sujets pas très intéressants. Voilà, c'était un peu du branlage intellectuel, on va dire, et moi ça me plaisait pas trop, moi je voulais du concret. Et en fait, quand j'étais en fac de droit, il faut pas le dire, mais j'étais plus souvent assis sur les chaises de la caverne du Gobelin en train de jouer à Vanguard plutôt que sur les bancs de la fac. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai développé ce goût pour Vanguard, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie de la boutique en leur disant quoi recommander, en faisant ce dialogue, en vendant les extensions, en fait, en essayant aussi de vendre le jeu sur les salons à des nouveaux joueurs. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de mes amis. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ouais, c'est ça que je voulais faire. En fait, je voulais faire du commerce. Je voulais parler aux gens, essayer de leur faire comprendre ma pensée, essayer de peut-être leur vendre des produits, des choses comme ça qui pourraient leur être utiles. Jamais arnaquer les gens, jamais leur vendre quelque chose qui leur sera inutile. Toujours essayer de présenter le produit sous son bon jour. Et donc je me suis vraiment épanoui dans ce que je faisais à côté de la fac. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans le monde du commerce. Donc j'ai été commercial pendant 3-4 ans pour une boîte de com. J'aimais bien la boîte, j'aimais bien les gens. J'aimais pas le produit que je vendais et je me faisais chier tous les jours à essayer de le vendre. Donc même si j'ai réussi à faire progresser mon secteur dans la boîte et qu'ils m'ont proposé un contrat, j'ai quand même essayé de me barrer parce que en fait je me rendais compte que ça m'épuisait de rester là, je m'ennuyais en fait. Et donc j'ai fait des recherches d'emploi à gauche à droite pour retrouver un métier de commercial avec un produit qui me convenait. Et quand j'ai commencé à m'impliquer un peu plus dans la communauté, j'ai organisé des tournois dont le CRC. Et là, j'ai rencontré Christophe, donc, qui est le gérant d'Inaris, avec lequel on avait un partenariat, puisqu'il me fournissait un certain nombre de lots. Et moi, je travaillais avec ses boutiques, qui étaient ses clients, et pour le CRC, donc on travaillait avec des boutiques partenaires de Inaris. Donc lui nous filait des lots promotionnels, lui en contrepartie vendait des boîtes à ses boutiques qui nous les revendaient à nous pour qu'on puisse les filer aux joueurs. Et donc moi je communiquais beaucoup avec lui, je lui filais des budgets, je lui filais des plannings, des calendriers, voilà. Et en fait ça a très vite collé puisque mon approche très professionnelle de ce milieu du jeu organisé lui a beaucoup plu. Et un jour en fait quand on a organisé le BCS à Nancy, je lui ai dit voilà écoute je cherche du boulot, est-ce que tu n'as pas un boulot pour moi? Et c'est lui qui m'a présenté à Eric, donc le boss de Parkage. Et me voilà 1 an et demi après, donc dans un boulot que j'adore et dans lequel je m'investis corps et âme. Donc comme quoi Vanguard m'a énormément apporté au fait au cours de ma vie. Voilà, c'était ma petite histoire. Ensuite, comment tu fais pour avoir une aussi belle barbe? Alors ça c'est tout naturel, j'arrête de me raser. Et après c'est de l'huile de ricin et de l'huile à barbe de chez Horace et le barbier 2 fois par mois. Question de Hassan, une question très importante. Comment tu fais pour être aussi beau? Bah Hassan, tu connais la réponse, je pense.
Salut à toi, jeune card fighter. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison simple. Est-ce que tu veux faire pitié comme ce gars-là? Faire 1-3 avec Tachikaze au tournoi par cage? Être célibataire? Ou est-ce que tu veux être comme ce gars-là? Grand, costaud, avec un appart qui donne sur la Tour Eiffel? Faire 3-1, top 4 avec Tachikaze et sortir avec une américaine? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Allez, bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo fort en question vous aura plu. J'ai essayé de rester succinct tout en étoffant les points qui me semblaient importants. Je vous remercie encore d'avoir posé autant de questions, ça me fait énormément plaisir et j'espère que on aura pu mieux se connaître grâce à cette vidéo, et j'espère que ça vous aura intéressé de parler un peu de moi, de ma vie, d'apprendre à se connaître et surtout d'apprendre qui est l'homme derrière les vidéos. Donc voilà, si jamais on a l'occasion de se croiser à Parkage, n'hésitez pas à venir m'aborder pour qu'on fasse une partie, ne soyez pas timide. Moi je suis quelqu'un de relativement sympathique et de relativement jovial sur les events. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à discuter et à me demander de faire une game. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et je vous remercie encore d'avoir posé autant de questions, d'avoir mis autant de mots gentils sur mes vidéos récemment. Je vous dis portez-vous bien et faites surtout très attention avec le coronavirus. Restez en sécurité et je vous dis à la prochaine. Salut! Non mais Anto, mais t'es le plus insupportable des hommes.